Ce podcast a été enregistré à Pod Paris, le festival du podcast. Ce festival vous a plu ? Faites un don sur badgeek.fr. Bonjour à tous et à tous. J'espère que vous allez bien. On va débuter l'enregistrement de cet épisode en direct du festival Pod Paris. Je suis très heureuse d'enregistrer en live. Ça change du studio, c'est très bien. Je suis en compagnie d'Isabelle. Isabelle, tu es comédienne, metteuse en scène et autrice. Et avec toi, aujourd'hui, on va s'intéresser aux nouveaux imaginaires, aux nouveaux récits. Comment est-ce qu'on façonne le monde de demain grâce à ces récits, grâce aux mots, grâce à nos lectures, grâce aux pièces auxquelles on peut assister. On va parler de tout ça. Isabelle, merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Merci. Ça va être un épisode un petit peu différent de ce qu'on propose d'habitude sur Basilic, puisqu'il y aura des temps et des moments de lecture vivante. L'idée, c'est vraiment de vous impliquer aussi dans la lecture. Donc, si parmi vous, il y en a qui ont envie de lire à voix haute tout à l'heure, vous pourrez lever la main pour nous rejoindre. Isabelle, j'ai découvert ton travail dans l'ouvrage Les Utopiennes, des nouvelles de 2043, qui est paru aux éditions La Mer Salée il y a quelques mois déjà. Et c'est un ouvrage collaboratif qui nous invite à un voyage en 2043. Alors 2043, ça paraît un petit peu loin, mais ça va venir quand même assez vite. Et avant que tu nous racontes ton travail et ce que tu fais au quotidien, je voulais juste lire quelques lignes de l'édito de cet ouvrage qu'est Les Utopiennes. Alors, je vous lis juste quelques lignes pour que vous ayez bien en tête le contexte. Depuis 2043, nous, habitantes et habitants du monde post-matérialiste, nous vous envoyons les récits et témoignages de notre époque. Vous serez étonnés d'apprendre que les pires pronostics des années 2020 ont été déjoués. Grâce à une détermination insolente et à l'aune d'événements inattendus, l'humanité s'est réveillée pour tisser une nouvelle culture. Voilà le postulat de cet ouvrage collaboratif. Et Isabelle, toi, grâce à ton travail et tes multiples casquettes dont tu vas nous parler aujourd'hui, tu contribues forcément à l'émergence de cette nouvelle culture, de ces nouveaux récits. Est-ce que tu peux nous raconter comment, selon toi, les œuvres sur lesquelles tu travailles contribuent à faire évoluer nos imaginaires ? Le terme tissage est un terme que j'aime énormément parce que, en effet, par rapport aux utopiennes, on était dans une proposition de plusieurs auteurs venant de différents milieux. Donc, il peut y avoir un prix Nobel d'économie, mais également moi qui écris du théâtre, une ado de 16 ans. Et là, à travers ce projet des utopiennes, c'était quelles seraient finalement nos utopies par rapport à 2043. Comment pourrions-nous imaginer pour moi, c'était un festival de théâtre. Quel serait mon idéal de festival de théâtre en 2043 ? Et pour d'autres, c'était, comme nous allons l'aborder après, sur d'autres sujets. Et une façon de se dire que stop à la dystopie. Essayons d'avoir un imaginaire ouvert sur un devenir possible, désirable. Et peut-être faut-il, à un moment donné, dresser ou décloisonner nos imaginaires pour leur donner la liberté, en tout cas d'œuvrer pour quelque chose qui ne soit pas dramatique. Et si nous sommes plusieurs personnes avec des savoirs différents, moi c'est artistique, moi c'est le théâtre, mais d'autres personnes ont d'autres savoirs, à essayer de dresser ces demain heureux, arriveront-ils ? Et Sandrine Rousseau avait écrit un ouvrage très intéressant en 2014, c'était Utopie mode d'emploi. Et elle dressait toutes les utopies telles que le vote des femmes, telles que la fin de l'esclavage. C'était des utopies à un moment donné et finalement un jour elles sont devenues réalité. Donc nous, en dressant peut-être ce 2043 favorable, il y a toujours des possibles qui sont déjà dessinés et peut-être dessinés dans les imaginaires des auteurs, mais dessinés dans les imaginaires des lecteurs. Et à partir de là, la fiction a un devenir.
Est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que tu travailles sur le passé ? Tu travailles en ce moment, et puis à de nombreuses reprises dans ta carrière, sur le regard qu'on porte au passé, parce que finalement, il y a une certaine lecture qui en a été faite, mais peut-être qu'il est bon aussi d'y apporter un nouvel éclairage pour mettre en lumière certaines zones d'ombre, certaines personnes qui peut-être auraient été évincées, oubliées. Est-ce que tu peux nous parler de ce travail-là, notamment celui que tu as mené sur la période de la résistance en France ? Parce que je trouve que c'est très symptomatique aussi et que ça contribue à nourrir de nouveaux imaginaires. Il y a une spécificité que j'ai dans mon travail, c'est que je revisite l'histoire pour l'adapter en théâtre. Donc, ce qu'on peut appeler théâtre communautaire, que j'ai découvert en travaillant à Saint-Pierre-et-Miquelon, près du Nouveau-Brunswick, où il y a cette possibilité d'être sur un territoire, de faire une sorte de diagnostic et se dire, tiens, qu'est-ce que le théâtre peut valoriser ? Donc ça peut être l'histoire, comme je l'ai fait à Saint-Pierre-et-Miquelon, sur le passé et sur les déportations des Acadiens. Donc là, j'ai vraiment œuvré pour que le territoire lui-même, les gens qui y vivent, avec bien évidemment une association qui voulait œuvrer pour ça, Miquelon Culture Patrimoine, et on s'est dit tiens, peut-être que les habitants reconnaissent cette histoire, ça peut les ancrer sur un futur aussi beaucoup plus conscient et un présent beaucoup plus conscient. Et donc, ce travail que je fais avec l'histoire, je l'ai fait en Normandie par rapport à l'arrivée de la population portugaise, avec la question comment cette population finalement a été incluse. C'était quoi le moteur du fait que, oui, il y a une population portugaise qui n'a pas eu de soucis et qui maintenant vit à la fois le fait d'être française et avoir ses origines. Et là, j'avoue que je suis partie sur des terres que je connais, puisque c'est des terres ardéchoises, car je suis une Parisienne née en Ardèche. Et l'objectif était de fêter la libération de l'Ardèche, car vous savez, là, c'est le 80e anniversaire de la libération, et d'avoir un focus sur les femmes résistantes. Parce que ce focus-là, finalement, on ne l'a pas tellement mis en avant. Il faut revisiter l'histoire. Et la nécessité de revisiter l'histoire, ce qu'on appelle l'histoire par le bas, c'est-à-dire l'histoire de citoyens lambda, ceux qui n'apparaissent pas dans les livres d'histoire. Et en revisitant cette histoire, tout comme je l'ai fait donc en Ardèche avec une asso porteuse aussi, car c'est important de parler des assos qui tout à coup ont envie de dynamiser à ce niveau-là. Là, c'était à rencontrer. Et comment la population, les citoyens du territoire peuvent réaliser que le tissage de la libération a été un tissage d'individus, d'actes individuels, et notamment de femmes de 20 ans, de femmes de 40 ans, de femmes catholiques, protestantes, communistes, et que ces femmes-là, tout à coup en faire des personnages, les incarner en chair et faire en sorte que ce soit des membres de la population qui les jouent, eh bien, ça donne au théâtre une vérité qui finalement n'existe pas habituellement et qui valorise à la fois la résistante, à la fois le fait que l'histoire n'est pas faite que par des décisions, n'est pas faite que par des décisions de grands hommes, mais que de petits actes peuvent vraiment valoriser tout simplement la libération de l'Ardèche. Et tout à coup avoir un nom avec un profil, une Georgette Bard qui un jour découvre dans une foire Mein Kampf, qui le lit, elle a 20 ans, et qui se dit « mais c'est pas possible, je ne peux pas accepter ça », et qui toute seule va acheter une radio et se met à transcrire, parce qu'elle sait parler la sténo, elle sait faire la sténo, elle transcrit, puis elle va donner des petits docs pour informer. Et tous ces petits actes, et j'ai beaucoup travaillé sur les recherches des archives,
Et on s'aperçoit de petits actes comme ça, de petits, non, ils ne sont pas petits, mais de décisions que l'espoir est là. Et peut-être ce que ça rejoint les utopiennes, c'est ne pas perdre espoir. Chaque petit acte peut faire partie du tissage qui permet la libération. Et tout à coup, ça donne aux citoyens qui sont là, comme vous, qui regardent, un miroir, un effet miroir qui peut réveiller, qui peut dire non, on n'a pas à attendre. Et l'importance des femmes, le focus femme est toujours intéressant, que ce soit par rapport au travail. L'année passée, je travaillais pour les masters d'histoire politique de la faculté de Nantes. Je suivais 3 étudiants de master et on était sur le parcours des Acadiens qui ont été déportés, qui venaient se réfugier à Nantes. On a des archives, on vérifie des noms, des dates, des morts, des mariages. Et on a des documents qui nous permettent de voir, ah oui, les femmes avaient une importance beaucoup plus forte que ce qu'on imaginait. Et c'est elles étaient seules avec des myriades d'enfants, et c'est elles qui faisaient une lettre au préfet, même si elles ne savaient pas écrire, se débrouiller pour trouver quelqu'un qui la faisait et réclamer. Et donc, du coup, ça change nos imaginaires. Ça les reconstruit avec une vision, on va dire, plus... qui correspond au réel et qui peut-être nous permettra, nous, en tant que citoyens de 2024, de se dire, oui, bon, peut-être que si je fais une action, cette action aura des résonances beaucoup plus grandes que je ne peux l'imaginer. Ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est aussi le côté collaboratif. Si, pour cette pièce, notamment, ce sont des acteurs et des actrices bénévoles, oui. Cette dimension collaborative, pourquoi est-ce qu'elle est si importante justement quand on s'intéresse à ces sujets autour des nouveaux imaginaires, des nouveaux récits? Pourquoi est-ce qu'on a besoin du collaboratif? C'est parce qu'ensemble, on est là sur quelque chose qu'on dresse ensemble et qu'on fête. Et c'est-à-dire on en fait une fête. Un acte théâtral devient une fête, même si dans l'acte théâtral se dresse une réalité d'une femme, Marie Giraud, voilà, je vous donne son nom, Marie Giraud, qui est une résistante, qui a été dénoncée et torturée et qui est morte, fusillée. Mais ce qu'elle a fait est incroyable, la façon dont elle a combattu. Et donc, tout à coup, ça fait de l'histoire une mémoire vivante. On renoue avec des actes héroïques. Et on peut se dire que des personnes non reconnues dans leur vie ont fait des actes héroïques. Et les évoquer dans un spectacle, ça donne une nourriture et un poids aux personnes qui se mettent à jouer. Elles jouent, mais elles jouent des personnages réels. Elles jouent des personnes qui étaient sur leur territoire et qui se sont battues pour la libération. Et tout à coup, ça donne un caractère, une émotion qui fait que le théâtre a un sens et une vraie portée, une vraie force. Bien sûr, étant professionnelle, j'encadre et je fais en sorte que la qualité soit là, parce que ça, c'est aussi un moteur. Si des personnes sont entourées avec une pratique artistique et un savoir, il y a quelque chose qui se donne, qui se partage. Et finalement, on a en face de soi un spectacle qui a quelque chose d'un rituel, d'un partage. Et là, la catharsis, l'empathie, enfin tout ce qui est important et donne quelque chose qui est magnifique. On joue dans une ville de Privas, on pense qu'il y aura 200 personnes et finalement, ça ne s'était jamais vu. Place des Récollets, un endroit merveilleux, il y a 450 personnes. On ne sait pas où les mettre. Voilà. Et c'est dans des conditions où ils sont assis, ils voient pas bien. Ils restent. Ils restent parce qu'on est en train de leur donner une tranche de vie de citoyens comme eux. Et on a fait une fête. La dimension festive est très importante, quoi qu'il en soit. Même s'il y a des drames, on les fête si ce sont des gens qui ont donné leur vie pour en tout cas pour cet événement, pour la libération. Et ça leur permet finalement de s'approprier ou peut-être même de se réapproprier leur histoire.
Oui, le terme de réappropriation et puis même si c'est pas des gens du territoire, c'est vraiment le sentir avec le cœur aussi, parce que on est là sur l'émotion. Et s'il y a des enfants, on est là aussi sur leur émotion. Et ils voient bien que on n'est pas devant un film où il y a des héros très déterminés. Non, on est sur une parole de citoyen et d'actes qui peuvent paraître simples, mais qui ont été très très importants. Donc on comprend, grâce à ton travail, Isabelle, que pour construire ces nouveaux imaginaires, il faut déjà dans un premier temps s'intéresser à notre passé et peut-être le regarder différemment. C'est ce que tu fais. Et puis évidemment aussi se projeter dans l'avenir, imaginer, écrire des fictions. Et aujourd'hui, on constate, c'est pas moi qui le constate, c'est l'ADEME, donc l'Agence de la transition écologique, constate que quand on parle de fiction, il y a majoritairement 2 types d'imaginaires qui se dessinent et qu'on a du mal à sortir un peu des sentiers battus. Le premier imaginaire, c'est ce qu'on pourrait qualifier d'imaginaire illimitiste. Donc vous voyez un petit peu ce côté consumériste. J'achète, donc je suis. Je consomme, donc j'ai une existence. J'accumule, donc je suis plus crédible aux yeux des autres, etc. C'est évidemment propre à la société dans laquelle on est aujourd'hui. Et ce que souligne l'ADEME et que je trouvais aussi très juste, c'est que bien souvent cette consommation c'est défini comme la clé du bonheur. C'est ce pourquoi on sera heureux, parce qu'on a plein de choses, parce qu'on est très riche, etc. Sauf qu'au final, les études montrent et démontrent que c'est pas ce qui fait notre bonheur, mais je vous apprends rien. Et donc cet imaginaire illimitiste, il est nourri aussi par cette volonté de croissance infinie, par ce progrès et par ce penchant techno-solutionniste. Donc être persuadé que la technologie va nous sauver, qu'on va s'en sortir et que la crise climatique va être réglée grâce à la technologie. Il y a plein de figures dans ce domaine-là, Elon Musk par exemple, mais il y en a plein d'autres. Et donc là, on est dans cette dynamique et ça, c'est un type de fiction. Si vous avez des enfants, vous y êtes sûrement confrontés quand il faut choisir un dessin animé. C'est difficile en fait de sortir de ce schéma techno-solutionniste. C'est des robots qui sauvent le monde, qui volent sur des très grosses voitures qui doivent consommer énormément. Et c'est pas tout à fait ce qu'on a envie de donner aux enfants, mais aujourd'hui, dans les faits, c'est aussi ce qu'on nous propose. Et le second imaginaire qui a été identifié par l'ADEME comme étant prédominant, c'est l'imaginaire de l'effondrement. Donc là, c'est une autre perspective. On a ce constat de la diminution des ressources, du dépassement des limites planétaires, mais on nous propose une lecture de l'avenir qui est triste, qui est sombre, avec des théories de l'effondrement, etc. Donc c'est pas très heureux non plus. Et ce qu'on constate aussi, c'est que la théorie de l'effondrement, ça incite pas tellement à passer à l'action. Ça nous plonge plutôt dans une espèce de paralysie parce qu'on a peur. Donc c'est pas forcément la solution non plus. Et ce qui est très intéressant avec cet ouvrage, Les Utopiennes, et puis avec le travail que tu fais toi en tant qu'autrice, Isabelle, c'est la mission d'écrire une fiction qui se détache de ces 2 types d'imaginaires qui sont prédominants aujourd'hui. Et j'avais vraiment envie que tu nous partages ton processus créatif. Alors, tu vas pas nous livrer tous tes secrets aujourd'hui, mais quelques-uns. Comment est-ce qu'on arrive à écrire une fiction ? Tu peux nous parler un petit peu de la fiction que tu as écrite, co-écrite en l'occurrence. Comment est-ce qu'on arrive à imaginer quelque chose de différent ? Parce que si on fait un exercice aujourd'hui et qu'on vous demande d'imaginer, c'est très difficile de se détacher de ces 2 récits qui sont ceux qu'on voit le plus souvent. Comment t'as fait ? Là, en fait, c'était avec Julia Passot, qui est porteuse et créatrice de l'association La Turbine, avec laquelle je travaille à Nantes, et qui elle, a pour objectif de mêler la science, l'art pour des futurs souhaitables et désirables. Donc, on était déjà dans cette démarche-là. Et on avait comme demande de faire un festival, donc 2043. Imaginez un festival, le festival de nos souhaits. Donc, Julia ayant déjà un festival qui s'appelle Utopie.0 et puis moi avec ma pratique artistique. Et c'était magnifique. Parce que se dire que l'on peut tout imaginer, de tout à coup des évolutions au niveau, je me rappelle avoir évoqué des évolutions au niveau de la communication animale qui nous permettaient d'avoir une évolution par rapport au traitement thérapeutique. Enfin, il y avait une tonne de choses qui étaient possibles et qui finalement donnent image et
et peuvent signifier que oui, et pourquoi pas le faire un jour, ce festival ? Et pourquoi n'y aurait-il pas un festival qui sème la fête et qui en même temps fertilise la terre ? Et pourquoi n'y aurait-il pas un festival qui donne une date et puis si jamais il y a des ibis qui arrivent, on arrête, on le fera juste après ? Et qui mêle un théâtre avec des enfants, des adultes, avec une vraie cohérence. Donc, et finalement, c'est une pratique qui nous montre que nous avons une mission, c'est décoloniser nos imaginaires. Ça, c'est un terme de Sandrine aussi. Et décoloniser, ouvrir les portes. Parce que quand l'imaginaire est bridé, eh bien, que fait-on avec le réel ? Et peut-être que c'est une de nos missions, nous, en tant qu'artistes, qui avons cette capacité-là à jouer avec les imaginaires, à dresser des univers, eh bien, à l'utiliser, mais comme une mission que nous aurions, en fait, pour éveiller, pour réveiller. Peut-être que c'est ça, tout simplement. Faire jouer votre créativité aussi d'artiste. Mais tout ce que tu dis, évidemment, ça résonne beaucoup. Et en même temps, on ne peut pas s'empêcher de se dire oui, mais c'est trop utopiste, ça ne pourra pas arriver. Et très vite, t'es rattrapé par ces pensées-là parce que tu dis mais je suis complètement folle d'imaginer ça. Quand les suffragettes voulaient absolument que voter et se sont battues, c'était une utopie le vote des femmes. Que l'esclavage, l'arrêt de l'esclavage, Olympe de Gouges avait même écrit une pièce qui est passée, je crois, une fois à la Comédie Française, où elle faisait jouer, il y avait des comédiens qui devaient se peindre en noir pour évoquer la réalité de l'esclavage. Elle a pu la jouer une fois. On lui a d'ailleurs coupé la tête, cette chère Olympe de Gouges. Mais là aussi, c'était une utopie. Donc, il faut comme le dit Cynthia Fleury, sigil amer, il faut arrêter l'amertume, mais il faut aussi avoir cet espoir qui nous permet de rêver un demain positif. Sinon, à quoi bon ? Et pensez aux jeunes, quoi. Moi, j'ai un fils de 20 ans. Pensez aux jeunes. Qu'est-ce qu'on a à leur offrir ? Un monde dystopique ? Non. Un monde où, en effet, réveiller, fêter les 80 ans de la résistance, c'est aussi fêter des actes qui nous ont permis aujourd'hui d'être... malheureusement, l'Europe est en conflit actuellement. Enfin, on a beaucoup de problèmes, mais on a été libérés. Donc, c'est aussi donner une force de réaction. Et les imaginaires sont des possibles. Si on n'arrive pas à imaginer un demain positif, il ne se créera pas. Bien sûr, et ça rejoint ce qu'on disait au début de l'épisode sur le collectif. Sur le collectif, et ça rejoint beaucoup de choses, comme là je suis en train d'écrire un spectacle sur les femmes. Elle était une fois les violences faites aux femmes pour le 25 novembre, et on s'aperçoit que toutes ces violences sont bien le fruit d'un imaginaire du prince charmant, et une acceptation d'un rôle et d'une soumission. Donc déconstruire, reconstruire avec espoir pour une égalité, pour des demains heureux. C'est tout ce qu'on nous souhaite, en effet. Je te propose, Isabelle, avant qu'on poursuive avec quelques questions, qu'on fasse un petit interlude de lecture. Mais avant, je vais vous demander, à vous qui êtes dans le public, de réfléchir à un mot qui pour vous est très important, qui résonne très fort en vous. Et ce mot, ce sera votre mot de famille. C'est un mot que vous ne pourriez imaginer disparaître. D'accord ? Ça fonctionne aussi pour les auditeurs et auditrices de Basilic qui seront en train d'écouter l'épisode. Vous réfléchissez à ce mot et à la fin, vous viendrez, pour celles et ceux qui le souhaitent, nous les partager sur scène. Il n'y a pas besoin de le détailler. Vous pourrez juste dire votre mot. Vous n'êtes pas forcément obligé de rentrer dans votre intimité et de nous dire pourquoi vous l'avez choisi. Je vous propose qu'on poursuive avec une lecture d'Isabelle et puis ensuite on aura besoin, je vous l'ai dit tout à l'heure, d'un bénévole ou d'une bénévole pour jouer le journaliste ou la journaliste. Donc préparez-vous. Alors, mon mot de famille est lecture. Sandrine Roudot, Identité 2024,
portant le mot de famille « utopie ». Aucune fiction n'est sans effet. Les fictions peuvent nourrir nos indignations ou rassurer nos complaisances. Elles floutent les frontières de l'intolérable. Elles peuvent rendre ce dernier acceptable parce qu'insidieusement présenté comme inéluctable. Aucun livre n'est neutre. Nos pensées, nos jugements, nos convictions, nos idéaux sont imprégnés de ce que nous racontent les livres. Notre foi en l'humain ou notre désespérance, notre détermination ou notre cynisme sont nourris par les histoires que nous lisons. Les fictions peuvent alimenter le sentiment d'impuissance ou, au contraire, allumer la flamme d'une humanité résistante et confiante. Il n'est jamais anodin de nourrir la peur et la tristesse, plutôt que la joie et la confiance. Les premiers minent notre puissance d'être, les secondes, au contraire, dopent ce désir de vie dont parle Spinoza, sans lequel rien n'est envisageable. On peut affaiblir les lecteurs, des lectrices, ou au contraire, les empuissanter. À qui profite la peur? À qui profite la tolérance de l'intolérable, la sidération? Au statu quo. Toute fiction est politique. Elle porte des valeurs, celles de récit dominant ou celles de sa remise en cause. Elle porte une vision, celle de la résignation ou celle de l'audace. Écrire, dessiner des utopies est subversif. C'est un pari qui refuse la facilité et le récit convenu. Merci beaucoup Isabelle pour cette première lecture. Je te propose qu'on poursuive avec une deuxième lecture, toujours un extrait de cet ouvrage, Les Utopiennes. Tu vas nous lire Hyperhumain de Riyad Salem, Identité 2023, portant en 2043 le mot de famille multicomplet. Le mot de famille, vous n'oubliez pas, hein. Il nous en faut un pour tout à l'heure. En 2024, j'ai été champion paralympique de rugby en fauteuil. On proposait aux personnes à qui il manquait un ou plusieurs membres de porter des prothèses pour devenir normales. Nous étions considérées comme incomplètes. La différence n'était pas acceptée. Ces prothèses, il nous fallait les dissimuler sous un pull, les cacher. La peur du moignon, vous savez, ce membre différent que l'on ne voulait pas voir. D'ailleurs, si les prothèses pouvaient être de couleur chair, c'était mieux, selon la société. Pour ma part, je me suis toujours sentie beaucoup plus handicapée debout avec mes prothèses de jambes qu'assise dans mon fauteuil, que je maîtrisais à merveille. Question d'équilibre. J'étais moins vulnérable sur fauteuil. Une génération a pris la parole, a assumé sa diversité, ses richesses et les a montrées. Aujourd'hui, en 2043, c'est la différence qui est la norme. Nous avons banni l'uniformité. Voilà qui nous plonge dans cette année 2043. J'espère que ça vous inspire, j'espère que ça vous donne envie aussi de penser et d'imaginer différemment. Est-ce qu'on a un ou une journaliste volontaire? Allez, venez sur scène. Il vous faut un micro, mais je vais vous laisser ma place. Ah. Oui, mais vous pouvez vous asseoir là, ce sera bien. Oula, là, ça. Voilà. Bonjour, madame. Bonjour. Alors, on va lire... c'est ça ? Oui, ouais. C'est beau. On va lire un extrait, toujours de cet ouvrage des Utopiennes. Je lis juste cette partie-là, et après, comme ça, vous pouvez regarder des questions. L'économie du contentement. Timothée Paric, prix Nobel d'économie, Identité 2023, portant en 2043 le mot de famille philosophie. Timothée, philosophie. En tant que prix Nobel d'économie, quelle a été votre première recommandation? On a du mal à imaginer ça aujourd'hui. Mais avant 2031, la raison d'être légale des entreprises était de générer un maximum de profit. La loi numéro 2032-14, dite loi Hinton, sur l'abolition de la lucrativité comme objectif premier,
a mis fin à cette étrange pratique. Dès lors, la plupart sont devenues des entreprises à lucrativité limitée et beaucoup d'autres des entreprises à but non lucratif. On est passé à l'économie du contentement. Le contentement mesure la capacité d'une communauté à satisfaire ses besoins. Revenus conformes à la dignité humaine, alimentation suffisante, adéquate et de qualité, état de santé physique et mentale, éducation et enseignement, logement décent et adapté, mobilité, conditions de travail justes et favorables, participation citoyenne et démocratique, etc. Aujourd'hui, le temps plein est de 16 heures par semaine, 2 fois moins qu'en 2023. C'est inouï d'imaginer autant d'énergie dédiée à l'économie. Que faisaient toutes ces personnes? N'était-ce pas quelque peu totalitaire de forcer des gens à travailler autant? Oui. Moi, aujourd'hui, je suis une professeure des universités à 60% d'un temps plein, soit environ 10 heures par semaine et une spécialiste de construction de saunas finlandais. Et bien sûr, je participe aussi au service de convivialité, des tâches liées à l'éducation populaire, le soin des sages ou la régénération écologique. À quoi ressemblera le futur de l'économie, Timothée Philosophie, en 2063? Impossible d'y répondre. Le futur de l'économie n'est pas à prédire, mais à construire, à inventer. J'arrête ici, car c'est l'heure de la sieste. Merci. Merci beaucoup à notre journaliste bénévole. Vous voyez, quand on parle de nouveaux récits, de nouveaux imaginaires, je trouve qu'avec ces 3 extraits, ça nous permet aussi d'imaginer peut-être des choses auxquelles vous n'auriez jamais pensé. Le temps plein de 16 heures, par exemple, ou tout plein d'autres choses. On a du mal à y croire. Et pourtant, et c'est le travail qu'ont fait les auteurs et les autrices dans cet ouvrage, et c'est ton travail aussi, Isabelle. Et j'aimerais, alors tu nous as parlé un peu de ton processus créatif, de comment tu t'y prends pour te détacher voilà, de ces limites parfois qu'on peut s'imposer parce qu'on a grandi avec. Quelle relation entretiens-tu, toi, aujourd'hui, avec les mots? Tu disais que ton mot de famille était le mot lecture. Quel est le pouvoir des mots aujourd'hui en 2024 et non pas en 2043? Alors c'est très intéressant de se poser la question parce qu'on est quand même dans une période où on est sur la création de nouveaux mots. J'ai participé depuis plusieurs années à l'élaboration d'ateliers qui s'appellent Des mots pour demain avec la Turbine, où on est sur un questionnement sur des textes philosophiques, sociologiques, poétiques, avec des problématiques, et à partir de là, on essaie de construire, on essaie d'y puiser des mots pour construire un demain favorable. Il y a aussi du travail de Thieffen D, qui est passionnant sur elle travaille sur la langue, sur le genre de la langue, en féminisant la langue. Et si vous pouvez regarder son travail, il est passionnant. Il y a aussi Jeanne Hénin, les mots qu'il nous faut. Donc on est dans une perception que la langue mérite, elle aussi, d'être revisitée, reconstruite, parce que si on veut construire demain, bien évidemment, il faut avoir un outil qui nous permette de communiquer ce que sera demain. Et mon attention aux mots, elle est infinie, dans le sens où moi, j'ai grandi quand j'étais enfant dans un café. Et j'écoutais toujours les gens parler, raconter des histoires. C'était vraiment quelque chose qui m'ouvrait des univers, leurs mots. Donc j'y suis attachée comme des trésors au niveau des définitions, mais comme des armes aussi, car là actuellement je travaille sur la violence faite aux femmes, et il est terrible quand je lis les témoignages de voir que des femmes disent que les coups s'effacent, mais les mots restent. Donc, comme des blessures qu'ils n'arrivent pas à effacer. Donc, le langage, bon, je ne vais pas dire au début était le verbe, mais prêtons attention à notre langue, prêtons attention aux mots que nous disons,
Les mots peuvent... Il y a un texte magnifique de Stephenson, qui dit les mots ont le pouvoir de sécher nos larmes. Les mots sont aussi des armes, des balles, des notes de violon. Il faut savoir ça, en fait. Donc, le poids des mots est un poids positif, négatif, mais soyons vraiment vigilants. Quant à l'usage qu'on en fait. Est-ce que vous avez pu réfléchir à votre mot de famille que vous pouvez d'ores et déjà vous approprier, mais dont vous aurez certainement besoin en 2043? Est-ce que vous voulez nous les partager? Moi, je vais vous partager le mien. Mon mot de famille, c'est le mot désir. Est-ce que quelqu'un, il y a un micro juste là, souhaiterait nous partager son mot de famille? Échange. Et si vous le souhaitez, bien sûr, vous pouvez développer ou pas, c'est comme vous voulez. Non, je trouve que échange marche sur plusieurs niveaux en fait. En fait, même en lien avec l'image qu'on peut avoir aujourd'hui un peu de échange, l'échange économique. Et je me dis en fait, il faudrait repenser en fait ce mot plus comme le côté échange des uns avec les autres, trouver un peu des équilibres et tout. Et par rapport à l'idée que vous avez, je me dis que c'est ça qui peut être un point très important justement pour envisager l'avenir, d'imaginer justement cette notion d'échange avec les autres sur plein d'aspects. Voilà. Tout à fait. Merci. Merci beaucoup de ce partage. Est-ce qu'il y a d'autres mots de famille? Mon mot de famille, c'est FOME. F-O-2-M-E. C'est une particularité. Je suis artiste peintre, donc suite à un dessin, j'ai fait un atelier à Nantes, en connexion avec Nantes, et ce mot est sorti. Bien sûr, c'est une création de mots, mais la particularité, c'est juste que j'ai associé l'homme et la femme en dessin, mais très simplement. Et il me semblait évident, ici maintenant en 2024, que peut-être pour les années à venir, on devrait s'imaginer un autre mot représentant autant l'homme que la femme. Voilà, en gros. Merci infiniment. J'ai le droit à 2 mots. C'est pas spécifié, si c'est mais mot, d'accord. Je dirais, si c'est qu'un mot, je dirais présentiel, qui est un mot actuel. Et si c'était 2 mots, je dirais chaleur humaine. Est-ce que quelqu'un d'autre veut nous partager son mot de famille? Oui? Si je peux. Empathie. Parce que tous les poids des mots et tous les discours et tous les positionnements du monde peuvent se valoir, mais s'il n'y a pas d'écoute empathique, rien ne bougera. Et si je triche un peu et que je prends un deuxième mot, j'aurais envie de dire humilité, parce que trop de gens sont axés sur leur ego et se présenter en avant d'une scène pour une action, mais c'est pas comme ça qu'on va réussir. Merci beaucoup. Et moi, mon mot, c'est joie. Il me semble que c'est la meilleure boussole et qu'elle est très écologique pour le coup. Tout à fait. Merci infiniment pour tous ces partages. Si vous avez d'autres mots après, vous pourrez nous les partager. Isabelle, avant qu'on termine cet épisode, on est encore dans les temps, profitons-en. Est-ce que tu peux, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour ces années à venir? J'aime bien poser cette question à mes invités dans le podcast parce que ça nous permet de comprendre ce sur quoi ils travaillent ou ce sur quoi ils réfléchissent en ce moment. Donc, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour ces années à venir? D'être toujours dans une pratique qui, pour moi, a du sens, de l'éthique, et qui fait bouger les êtres. L'être que je suis, parce que oui, je suis perfectible et que dans tous les échanges que j'ai, quand je travaille, je donne autant que je reçois. Et à être dans cette transmission constante que l'acte créatif a du sens, s'il est partagé, s'il est ressenti, et que l'émotion, on parlait d'empathie tout à l'heure, il y avait un choix de mots qui était l'empathie, elle est l'art
déclenche de l'émotion. Et l'émotion permet d'avancer beaucoup plus vite que n'importe quel, et là je dis discours, mais c'est une mise en acte de soi. Et je pense que c'est peut-être maintenant ce qu'il nous faut. Soyons chavirés, soyons portés, soyons résistants, soyons acteurs de nos vies aussi. Merci Isabelle. Quelles sont tes actualités? Où est-ce qu'on peut te retrouver avant que je clôture cet épisode avec un mot que je tenais absolument à vous partager ici à Pod Paris? Où est-ce qu'on peut te retrouver prochainement? Eh bien, là, j'ai encore 2 représentations du spectacle Femmes en Résistance en novembre, et cette fois-ci en terre ardéchoise. Donc, on peut m'y retrouver le 16 et le 18. J'ai un site, vous pouvez voir où on est. Et puis, je suis aussi sur cette journée du 25 novembre, encore une fois en Ardèche, cette fois-là, et sur ce spectacle pour 2 comédiennes et une marionnette, auquel je tiens beaucoup, et qui va après avoir une vie plus longue, et qui est sur cette réalité, malheureusement, et qu'il faut qu'on arrive à vaincre, à cette égalité qui est nécessaire pour qu'il y ait de l'empathie sur les femmes, et que ces violences arrêtent. Donc là, c'est les 2 actualités pressantes, et des mots pour demain à Nantes, je crois aussi, mais j'ai un site où je mets des infos. Donc c'est ce qu'on peut me souhaiter, c'est d'être toujours dans la création avec éthique et sens. L'action et partage. Heureuse. Heureuse, heureuse, heureuse. Avant qu'on termine cet épisode et que peut-être vous puissiez nous poser vos questions, je voulais vous partager un mot qui, depuis que j'ai eu la chance de le rencontrer, me parle beaucoup et me guide. C'est un mot qui a été co-créé par Jeanne Hénin et Sandrine Roudot. Donc, c'est un mot qui est à retrouver notamment dans l'ouvrage « Les mots qu'il nous faut » de Jeanne Hénin. Si vous ne l'avez pas lu, je vous conseille vivement de vous le procurer et de le lire. J'ai également enregistré un épisode avec Jeanne si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus sur son travail. Et donc, ce mot, je vous le partage. Il s'agit de l'humilité. Verbe d'action issu de lumière et de lutter. Voire aussi l'humilitant, adjectif, l'humilitante, non masculin, non féminin, pardon, et l'humilitant non masculin. On s'y perd, il nous faudrait le femme et ce serait plus simple. L'humilité, c'est agir avec intention et conviction. Pour qui l'humilute, se résigner n'est pas une option. Parfaitement lucide sur les difficultés, l'humilitantes et l'humilitant se concentrent sur les failles du système, sur l'étendue des possibles et sur le potentiel humain. L'humilité mobilise une énergie d'action déterminée qui permet de sortir de l'impuissance. Un des slogans des l'humilitantes et l'humilitant, c'est « Now Future », une référence lumipunk à « No Future ». Voilà, je trouve que ce mot est absolument fabuleux, et j'imagine que si vous avez assisté à Pod Paris, il doit résonner très fort en vous. Merci à toutes et tous. Vous avez tous les ouvrages ici, notamment Les Utopiennes, Bienvenue en 2044, qui est donc dans le prolongement de celui-ci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt.